Merci pour votre invitation qui est très sympa. Alors, une table ronde, c'est fait pour débattre et donc pas forcément avoir des points de vue ultra consensuels. Il se trouve que je n'aime pas les mesures de qualité de vie. Voilà, depuis le début, il faut savoir qu'historiquement, ce concept a posé problème, et même historiquement, vous êtes dans une formation en économie, vous savez qu'il y a des mesures qui s'inspirent de la théorie de l'utilité et des mesures qui s'inspirent de la théorie de la psychométrie, et que les deux n'ont fondamentalement rien à voir. Donc je ne parlerai pas de celles qui sont issues de la théorie de l'utilité, surtout étant ici, mais je les respecte et je trouve qu'elles ont un fond épistémique extrêmement intéressant, même si la réalité des instruments, le Q5D par exemple, bon, en termes de pertinence clinique, c'est quand même extrêmement fruste, mais au moins ils existent et ils ont un intérêt théorique et pratique. Alors après, en termes psychométriques, attention, c'est un domaine extrêmement sérieux qui est venu des mesures d'intelligence. Or, les psychologues, qui mesuraient l'intelligence des enfants en particulier au début, ont réalisé très vite qu'on ne peut pas mesurer l'intelligence. Ça n'est pas un concept dimensionnel, d'ailleurs les statistiques aident à dire ça. On ne peut pas mesurer l'intelligence. L'intelligence d'abord est très difficilement définissable, et puis en plus, même quand on tente de la définir, elle est multidimensionnelle, et vous savez qu'en fait les tests de QI, eh bien avant de dire qu'il y a un QI global, il y a des QI dans les sous-dimensions, et si c'est suffisamment proche, alors on peut dire qu'il y a un QI global. Et puis, en plus, les psychométriciens n'ont jamais dit qu'ils mesuraient l'intelligence. Volontairement, ils ont dit « nous mesurons le QI ». Et QI, ça ne veut rien dire. Et c'est fait exprès que ça ne veut rien dire. Nous mesurons quelque chose d'abstrait. Bien sûr, ça a à voir avec l'intelligence, mais nous n'avons pas la prétention de dire que nous mesurons l'intelligence. Alors vous imaginez pour la qualité de vie. Qui peut prétendre mesurer la qualité de vie? Alors l'Organisation mondiale de la santé. Encore une fois, toujours, on est dans des désastres sémantiques. Vous connaissez la définition de la santé par l'OMS, qui est une catastrophe absolue, un état bien-être complet, psychique, social, etc. C'est juste invivable, c'est juste impossible. En tout cas, pas plus de 5 minutes. Je vous lis juste la définition de la qualité de vie par l'Organisation mondiale de la santé. La perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, rien que ça. Imaginez un enfant, le concept d'avoir sa place dans l'existence. Dans le contexte de la culture, du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit d'un large champ conceptuel, certes, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles, etc., etc. Comment voulez-vous faire de la science avec un truc comme ça? Donc, les mesures de qualité de vie, scientifiquement, c'est extrêmement discutable. Et puis, autant les mesures de QI, chez un enfant, il y a un développement des fonctions cognitives avec des stades qu'on connaît depuis Binet, c'est-à-dire depuis 120 ans. Et donc, on peut avoir des repères. Mais chez l'enfant, imaginer, conceptualiser une qualité de vie, c'est complètement absurde. Alors, néanmoins, tout le monde utilise ces mesures. Et là, ça, vous savez, pour un clinicien, c'est un principe de réalité. Si tout le monde utilise les mesures, c'est que sûrement elles servent à quelque chose. Alors oui, je suis d'accord, elles servent à quelque chose, et elles sont même, pour les raisons qui ont été dites, indispensables, parce que si elles n'étaient pas là, ça serait pire. Voilà. Donc elles sont mauvaises, elles sont conceptuellement ineptes, mais elles sont indispensables, du moins aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas eu le choix d'utiliser des mesures de qualité de vie? Et ça se voit historiquement, c'est que d'abord la raison, ça a été d'échapper à la tyrannie médicale. C'est que au début, un traitement anti-asthmatique, eh bien, c'était évalué avec le volume expiratoire maximum seconde, c'est-à-dire la capacité à souffler dans un tuyau. Et bien sûr, on s'est rendu compte que des patients allaient toujours aussi mal en pouvant souffler mieux dans un tuyau, et que du coup, on ne soignait pas un tuyau, on soignait un sujet. Et que, en vue de savoir si un traitement est intéressant, et bien sûr en vue de l'évaluer et de pouvoir le rembourser et de le payer, il faut quand même s'intéresser au fait que les gens vont vraiment mieux. Et donc, nous étions complètement démunis de tout instrument pour pouvoir mesurer ça. De là, l'idée de développer des instruments de mesure de qualité de vie.
Alors, moi j'aurais préféré qu'on ne les appelle pas comme ça. D'ailleurs, il y a eu des tentatives, Sickness Impact Profile. Alors, le pire, c'est des qualités de vie liées à la santé. Comment voulez-vous savoir? Déjà, on ne sait pas définir ce qu'est la santé. Comment voulez-vous savoir ce qui est du registre de la qualité de vie liée à votre santé ou pas à votre santé? Donc, on voit bien qu'on tourne autour du pot, on n'y arrive pas. Mais c'est là aussi le pragmatisme, c'est que des gens sérieux se sont réunis autour de tables comme ça en disant, bon ben voilà, qu'est-ce que c'est la qualité de vie? Même si c'est inepte, ben, en pratique, c'est quand même quelque chose. Et donc, on va essayer de trouver des items, etc. Et ce qui se passe, alors c'est qu'un phénomène très particulier, c'est qu'on ne sait pas dire quand quelqu'un est heureux, mais on peut dire quand il est malheureux. Et donc, en fait, l'instrument est vraiment très mal trouvé, c'est qu'on ne peut pas mesurer la qualité de vie, on peut mesurer ce qui fait qu'elle ne va pas bien. Et ça marche assez bien, et ça marche d'autant mieux que les gens vont mal. Et donc, les mesures de qualité de vie, ça marche vraiment dans les maladies très sévères. Donc, et c'est pour ça que c'est utilisé en cancérologie, etc. Mais dans l'hypertension artérielle, comment voulez-vous mesurer la qualité de vie? C'est très compliqué. D'ailleurs, les gens, ils ne se sentent même pas malades. Donc, premier point, effectivement, il se passe quelque chose. Il y a une espèce de consensus sémantique quand les gens vont très mal. Quand vous souffrez, quand vous n'avez plus d'amis, quand vous ne pouvez plus bouger, ben, on peut dire que ça ne va pas bien et que ça a à voir avec quelque chose comme la qualité de vie. Et en fait, donc, si on se met de loin, vous voyez, on peut essayer d'y attribuer un nombre. Voilà. Mais il faut être extrêmement humble par rapport à ça, parce que dès que vous rentrez dans le détail, ce nombre, il perd tout sens. Et ça, on le voit dans la réalité clinique. Vous avez des personnes qui ont une maladie grave, qui vont bien, la qualité de vie est très élevée, subjective. Et puis, c'était une patiente, hein, sa fille se fait larguer par son gendre, eh ben, la qualité de vie s'effondre. Ben, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec, alors que c'était une patiente qui avait un cancer métastatique. Donc, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça à la loupe. Mais quand on prend du recul et que c'est statistique, finalement, ça marche pas si mal. Et d'ailleurs, les statistiques le disent. On peut faire des analyses statistiques de multidimensionnalité, d'unidimensionnalité, de consistance interne, etc., etc. Et ces instruments, finalement, ne sont pas si mauvais que ça. Donc, il est légitime de s'en servir, mais à la condition de savoir que ça mesure des trucs à la louche et extrêmement frustes. Alors après, il y a les enfants. Alors là, les enfants, c'est une catastrophe absolue parce que la question de la mesure des phénomènes subjectifs chez l'enfant, c'est dramatique, ne serait-ce que mesurer la douleur, par exemple, qui est un élément de qualité de vie. Mesurer la douleur chez un enfant non verbal, eh bien, c'est toujours un problème majeur aujourd'hui, en 2023, voilà, parce que les enfants qui ont très mal, eh bien, au bout de quelques temps, sont en sidération et donc ils ne pleurent plus. Et donc on a l'impression qu'ils ont pas mal. Et c'est arrivé à un stade où vous ne savez peut-être pas que dans les années 80, on ne donnait pas 70, on ne donnait pas d'antalgiques aux enfants gravement brûlés et hospitalisés parce qu'on considérait qu'ils avaient pas mal. Donc la mesure de la douleur est très compliquée. Or la douleur fait partie de la qualité de vie, mais je prends la dépression qui est un élément essentiel de la qualité de vie. Est-ce que vous savez quelle est la corrélation, alors avec un instrument hyper classique, hein, le SDQ, Strength and Difficulty Questionnaire, multivalidé dans plein de langues, qui a été passé à des millions d'enfants, quelle est la corrélation entre la dépression d'un enfant évalué par ses parents ou par ses enseignants? Vous savez tous ce que c'est qu'une corrélation. Eh bien, c'est 0,25. 0,25, c'est-à-dire en gros 5% de variance partagée. C'est-à-dire, ben oui, savoir qu'un enfant est déprimé, savoir qu'un enfant est malheureux, c'est extraordinairement subtil, et en fonction de la personne avec laquelle il est, eh ben, ça peut varier. Alors bon, néanmoins, encore une fois, des gens sérieux se réunissent et puis essaient d'adapter des concepts normatifs de qualité de vie de l'adulte à l'enfant, et c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, mais c'est extrêmement rudimentaire, et dans les 20 secondes qui me restent, je dirais que l'avenir est à autre chose que des mesures de qualité de vie. Surtout que dans les études en pédiatrie, on a peu de sujets, vous savez, parce qu'en général, les médicaments n'ont pas les mêmes efficacités selon qu'on a 0 à 2 ans, 2 ans à 6 ans, 6 ans à 12 ans, 12 ans à 18 ans, donc on est obligé de faire plein d'études dans plein de sous-groupes, donc avec peu de sujets, et là-dedans, les études qualitatives, où on s'intéresse vraiment à la vie des gens en les filmant quand ils n'ont pas de langage, ou en leur parlant. Eh bien ça, c'est une source... alors, on est réticent à ça, les autorités de santé sont réticentes à ça, parce qu'il n'y a pas de nombre, parce qu'il n'y a pas de tests statistiques,
Ben, ils vont y venir parce qu'ils n'auront pas le choix, et puis parce que c'est comme ça que l'on peut vraiment capter comment vivent les gens, c'est-à-dire leur qualité de vie. Et puis, bien sûr, on peut imaginer qu'avec les robots conversationnels, eh bien, qu'on puisse avoir des analyses plus objectives de contenu subjectif de ce qu'est la vie des gens, en particulier des enfants. Merci pour votre attention.